Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres que nous allons développer. Les pirogues de loisirs à nouveau ouvertes, un couvre-feu de 23h à 4h du matin. Ce sont quelques allègements des restrictions sanitaires appliquées ce mardi depuis la fin de l'état d'urgence publié ce matin par le Haut-Commissariat. La crevetticulture To'amiri Uravaivish y croit depuis 8 ans et il a eu raison car il fournit aujourd'hui près de 6 tonnes de crevettes aux particuliers et aux professionnels du Fénois. En politique, le Tahouir Ahouir Attira devient le Amouit Tahir Out et non Amaoui, un changement de nom annoncé ce matin par Gaston Floss pour un nouveau départ. Gaston Floss qui est notre invité ce soir, il nous expliquera pourquoi il rebaptise son parti et ce nouveau cap pour lui en politique. Bonsoir, à tout à l'heure. Le retour du Heiba des écoles de Orit Haiti, 27e édition, supprimée l'an dernier pour cause de Covid. Pas moins de 35 formations se sont préparées. Elles vont se produire jusqu'au 13 juin. Stéphane Ratino sera en direct avec nous pour nous parler de l'ambiance de cette première soirée. On vous retrouve un peu plus tard dans ce journal. Enfin, un zoom bien mérité sur les jeunes copraculteurs de Takapoto. Le travail du copra a une valeur sûre en cette période de crise. C'est à voir dans votre rubrique AI Fénois. L'arrêté d'application de la loi qui officialise la fin de l'état d'urgence a été pris hier soir en Polynésie et publié ce matin par le commissaire. Les allègements des restrictions sanitaires se concrétisent dès aujourd'hui. Pour certains, ce sera dans une semaine pour le couvre-feu qui reste maintenu donc jusqu'au 30 juin. Natacha Silagi et Hubert Liao. Le texte est encore chaud, l'avocat anti-couvre-feu le décortique. Les déplacements de personnes entre 22h et 4h. Voilà. Imposé jusqu'à 22h encore une semaine, le couvre-feu va être repoussé d'une heure comme prévu. Maître Millet continue de dénoncer des annonces faites dans l'urgence et de rajouter que le couvre-feu n'a plus de raison d'être. Clairement, en Polynésie française, avec aujourd'hui entre 9 et 11 cas pour 100 000 habitants, nous sommes clairement dans une situation qui ne justifie plus des mesures aussi graves d'atteinte aux libertés. Les restaurateurs ne se réjouissent pas non plus de la nouvelle, car s'ils gagnent une heure d'ouverture, les contraintes restent les mêmes, 6 personnes par table, distanciation entre les tables et masques obligatoires pour chaque déplacement. Ils continuent de réclamer la suppression totale du couvre-feu. Je trouve ça ridicule. Soit on le laisse à 22h, soit on va le passer à 23h, ça sert à quoi? On n'est plus en état d'urgence, enlevez-le carrément. Comme ça arrêtera de nous embêter, ça arrêtera d'embêter la population. Tamatea, lui, peut remettre sa pirogue de loisirs à l'eau. 9 mois qu'il attendait ça, sauf qu'il craint de devoir reprendre son activité à perte. Le nouveau décret ne lui permet pas d'embarquer plus de 20 passagers quand les charges restent les mêmes. Tout le secteur ne serait pas logé à la même enseigne. On est les seuls à être bloqués. À Moorea, tout le monde va sur les motos, il y a 400 personnes, les gens se déplacent. On dit rien, sur les catamarans pareil. Les rassemblements vont aussi pouvoir être de nouveau organisés dans les communes des îles du Vent, avec un maximum de 800 personnes dans les salles de fête. Pour les événements sportifs comme les matchs de football, même chose. Les spectateurs pourront être 1000 au maximum dans les gradins. Ce sera 50% de la capacité pour tous les stades. Et à la fin du mois, donc, le couvre-feu et ses contrôles ne devraient plus être qu'un lointain souvenir dans les rues de Papeete. Et les chiffres de la Covid restent constantes pour l'instant. 23 cas actifs, dont 4 cas nouveaux depuis hier. 2 patients sont hospitalisés, dont 1 en réanimation. La vaccination, elle, s'accélère un peu. Nous sommes maintenant à près de 50 000 Polynésiens totalement vaccinés et près de 60 500 qui attendent leur deuxième injection. Et en attendant la levée progressive des restrictions sanitaires, la crevetticulture se porte plutôt bien. À To'ahutu, To'amiri Uravaivish s'est lancé dans l'aventure en 2013. Malgré des débuts difficile, il réussit aujourd'hui à récolter 5 fois par an pour fournir près de 6 tonnes de crevettes aux particuliers et aux professionnels. C'est le rituel matinal de Toa. Il plonge pour observer ses crevettes et vérifier l'état du matériel. Dans ces 2 bassins, près de 100 000 crevettes bleues, élevées de manière éco-responsable dans le lagon. Elle est à 60% bio, du fait qu'elle est nourrie en partie d'un aliment naturel, qui est le plancton et les micro-algues, micro-crustacés, etc. Il faut environ 6 mois pour que les bébés crevettes arrivent jusque dans nos assiettes. Et pour qu'ils grandissent, Toa complète leur alimentation. C'est des distributeurs automatiques d'aliments. Donc c'est des tapis qu'on rétracte tous les matins, où on met l'aliment dessus et il s'enroule en fait pendant 24 heures. Pour savoir quand les pêcher,
Toa prélève un échantillon de 100 crevettes. Si elles pèsent en moyenne 17 grammes, il programme alors la date de la collecte. 2 jours avant la récolte, on arrête le nourrissage artificiel et se gave d'aliments naturels. Et cela permet d'éviter d'avoir des ficelles à l'intérieur du tube digestif. Pas de filament noir à enlever. La crevette bleue est un plaisir à déguster. Cette crevette a la particularité d'avoir, je pense, une carapace assez molle. Du coup, c'est pas gênant en bouche, quoi. À ses débuts, la crevette bleue avait un taux de mortalité de 90%. Il a fallu quelques années d'expérimentation à Toa pour trouver la recette du succès. Avec persévérance, on a amélioré la technique et jusqu'à atteindre des résultats très satisfaisants, même très satisfaisants, où on a à la clé détenu un record mondial en termes de rendement. Hein. On a battu nos amis hawaïens. Avec 36 cages à son actif, Toa compte bien étendre son activité. Il espère atteindre les 70 bassins d'élevage en mer d'ici 2022. Voilà une filière très prometteuse. Avant d'accueillir notre invité politique, Gaston Floss a décidé de changer le nom de son parti. Le Tahouira devient donc le Amouit Tahir Aoutenun à Maui. Le premier parti a réclamé la souveraineté en association avec la France. Ceci ne sera officiel qu'après le congrès du parti prévu au mois de juillet. Gaston Floss qui a convié la presse locale ce matin à une conférence qui s'est déclinée en 4 points. Brigitte Olivier et Nicolas Suire. Le père de l'autonomie ne désarme pas. Aujourd'hui, à l'aube de ses 90 ans, Gaston Floss veut devenir celui de la souveraineté. Sacré pari pour un patriarche qui veut absolument démontrer qu'il est en parfaite santé physique et mentale, capable de mener la Polynésie à devenir un État indépendant associé à la France. Le conseil politique du parti est d'accord. Il reste un visionnaire. Et dans sa vision des choses, de pouvoir améliorer notre pays, je reste persuadée et je suis convaincue que par rapport aux actions qu'il va mettre en place, les projets qu'il va mettre en place, notre pays aura besoin de ce souffle de vie pour pouvoir améliorer les choses. Manque l'aval des militants qui sera obtenu sans mal lors d'un prochain congrès. Mais ce matin, Gaston Floss voulait évoquer en premier lieu la récente visite du ministre de l'Outre-mer. Résultat, Sébastien Lecornu aurait réussi le tour de force de faire financer pour moitié par les Polynésiens des équipements de sécurité qui devraient être intégralement payés par la France. Deuxième point, l'échec de la politique économique du président de la Polynésie. Édouard Fritsch a fait mettre au point 2 plans de relance, un en septembre à son ancien ministre de l'économie Tevaro Fritsch et le second en novembre à Yvonique Raffin, son successeur, pour un résultat qui se fait attendre. Troisième point, la Polynésie coule. Le vrai président du pays, c'est le haut-commissaire. Édouard Fritsch se contentant d'être son traducteur. Et enfin, quatrième point, la table ronde à Paris sur le nucléaire, où les 2 grands témoins de l'époque, Gaston Floss et Oscar Temaru, ne sont pas invités. Cette éviction fait l'objet d'une lettre adressée au président de la République. En résumé, Gaston Floss n'a rien perdu de son mordant et continue à se battre contre le temps qui passe, avec toujours un projet d'avance. Gaston Floss, merci d'être avec nous sur ce plateau. D'abord, un nouveau nom pour le parti, c'est pour gommer un peu les échecs cinglants du Tahouira, pour partir sur de bonnes bases. Oui, non, je ne vois pas l'échec cinglant du Tahouira Huiratir. En tous les cas, ce n'est pas Gaston Floss qui a décidé, ce sont les instances du Tahouira, c'est-à-dire le bureau exécutif et le conseil politique. Et nous attendons de pouvoir tenir le congrès du Tahouira Huiratir pour que ce nom soit validé. Ça, c'est une première. La souveraineté en association avec la France, c'est quoi exactement? C'est un début d'indépendance? La souveraineté et l'indépendance en tahitien, c'est Tiamara. Mais c'est la façon d'y parvenir. Oscar Temaru a décidé d'aller directement de l'autonomie à l'indépendance. Et nous attendons, ça fait 40 ans, rien ne se fait. Il va aux Nations Unies, non plus, c'est l'échec total. Nous disons, nous ne pouvons pas passer directement de l'autonomie à la souveraineté. Il faut passer par d'abord une première phase, celle d'un État souverain que deviendra la Polynésie, mais associé à la France. Nous avons un grand nombre de problèmes à régler à la France avant d'exercer cette souveraineté pleine et entière.
Mais nous attendons le Congrès. Monsieur Gaston Flosse, plusieurs thèmes, dont par exemple la visite de Sébastien Lecornu, qui a réussi, selon vous, à faire financer par les Polynésiens des équipements de sécurité qui relèvent normalement de l'État. Oui, exactement. Les abris de sécurité. À la place d'Edouard Fritsch. Les abris de sécurité, comme son nom l'indique, est de la compétence de l'État, c'est la sécurité. Et Edouard Fritsch a accepté que le pays finance 50% de ses dépenses, c'est-à-dire 3 milliards, et les communes payent 10%. Nous l'avions refusé en 2013, et ce n'est pas de notre compétence, c'est à l'État de prendre en charge cela. Mais je crois que le plus important, c'est... Vous dénoncez aussi l'échec de la politique de relance du gouvernement. L'échec de la politique de relance du gouvernement. Peut-on véritablement faire mieux en cette période de crise? Regardez, voici le premier plan de relance qui a été préparé par Tevaro Fritsch. Il a duré que 3 mois et le président a demandé à Yvonne Raffin voici le plan de relance d'Yvonne Raffin 2021-2023. 3 ans, 50 mesures seulement au lieu de 200 et 50 milliards d'investissements. Quelles sont les actions qui ont été réalisées grâce à ce rien, zéro, il y a le dièse, il y a le diesiti, il y a plusieurs autres aides. À tel point que le président lui-même reconnaît que l'activité doit reprendre. Nous ne pourrons pas tenir. Il ajoute, le pays pourrait être ruiné. Il est ruiné aujourd'hui. Et ce n'est pas par des petites mesurettes que nous allons pouvoir sortir notre pays de la crise. Vraiment, il faut mettre en route des grands projets. La ferme aquacole de Haw, le centre Hana Beach, nous l'avons dit, Monsieur je le rabâche et tout ça. Nous allons venir à la question suivante. Je pense que ça dépasse les capacités de notre président. Dans un courrier que vous avez adressé ce matin au chef de l'État, vous regrettez que les 2 acteurs et témoins de la période des essais, dont vous, en tant que président du pays à l'époque, et Oscar Temaru, n'aient pas été conviés à cette fameuse table ronde parisienne. Oui, c'est exact. Tenir cette table ronde, je pense que c'est une bonne chose, mais lorsque le président Macron et le président Fritsch disent nous voulons que cette réunion soit apaisée, et le président de la République nous disons que nous n'avons pas peur de la vérité. Alors, pourquoi avoir exclu les 2 représentants des partis de l'opposition présents à l'Assemblée de Polynésie française, Oscar Temaru, président du Tavini, et moi-même, président du Tahoe. Qu'est-ce que vous pourrez apporter de plus à cette table ronde? Ce n'est pas Teura Iriti qui représente le Tahoe, à quel titre, ni Géros non plus. Qu'est-ce que vous pourrez apporter de plus, brièvement, à cette table ronde? À table ronde, nous n'y allons pas. Mais beaucoup de participants qui ont été invités n'y vont pas également. Plusieurs églises, des associations. Moi, je dis qu'aujourd'hui, cette table ronde, c'est une mascarade. Merci beaucoup. Ce sera aussi le mot de la fin, Gaston Flosse. Évident. Et on retiendra que le nouveau nom du parti n'attend plus que la validation du congrès prévu au mois de juillet, je le rappelle. Également dans l'actualité, le rendez-vous culturel du moment, c'est parti pour le Heiva des écoles, 27e édition. Cette année, pas moins de 35 écoles de Oritriti vont monter sur la scène du Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Chacune d'elles présente un spectacle de danse, mais pas seulement. Et nous retrouvons justement Stéphane Ratino sur place. Stéphane, où en est-on de la soirée ? Écoutez, la soirée continue. Chiquita, bonsoir. 3 groupes ce soir. Et puis, il y a une magie ici. Lorsqu'on est à la Maison de la Culture pour le Heiva des écoles, vous le voyez, on ne veut pas partir. Les gens que vous voyez là, c'est le groupe Tupuna Ukulele. Ils ont partagé la scène pendant une demi-heure, une trentaine. C'est eux qui, chaque année, ont le privilège d'ouvrir le festival. Et une fois de plus, ils sont heureux d'être ensemble parce que lorsqu'on monte sur la scène du Heiva des écoles, eh bien, il y a la joie qui rythme la soirée. On va interrompre Joël. Joël, bonsoir, vous êtes le patron du groupe. Alors comment s'est passée cette ouverture avec votre groupe? Ça fait 10 ans déjà que vous êtes chargé de l'ouverture de Heiva des écoles. Oui, ça a été un peu dur pour nous. C'est pas la première fois qu'on va au Heiva des écoles.
Ça, c'est la 10e fois qu'on va au Rive des écoles. Ça a été vraiment dur, mais on a travaillé. On a l'impression qu'il y a eu beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, parce que les gens continuent à chanter. C'est magique, le Rive des écoles. Ah oui, c'est magique, hein, parce qu'on fait revenir nos chansons d'avant. C'est ça que je veux. Des chansons que nos ancêtres ont chantées. Hein, et c'est vraiment quelque chose pour moi. C'est une joie. Et c'est une composition spéciale à chaque fois. Chaque année, le spectacle est différent. C'est un an de travail pour vous et pour l'ensemble du groupe. Tous les années, je change de la technique et la façon de jouer et la façon de chanter aussi. Il y a plusieurs façons. Il n'y a pas une seule façon de jouer. Il y a plusieurs. Tupuna Ukulele, c'est un groupe avec toutes les générations. Il y a un jeune garçon qui est là, puis la doyenne n'est pas venue, elle a 86 ans. Et ça vous plaît de mélanger les générations au service de la culture polynésienne? Ah oui, c'est vraiment un joie pour moi, hein, de voir les enfants à deuxième âge et les gens un peu plus âgés. Hein. Ce sont les matayopos, comme on dit. Hein. Et je suis très très content des gens qui viennent de la France. Il y a aussi des gens qui viennent de Japon. Il y a aussi des gens de Tahiti, de Raiatea, partout. Ils viennent ici pour apprendre à jouer. Et c'est ça qui m'a donné vraiment de travailler encore plus dur pour eux. C'est pour nos ancêtres. C'est pour ça que je l'ai appelé Tupuna Ukulele. C'est à cause, c'est des chansons qu'on chante aujourd'hui. Merci beaucoup Joël, vous voyez, de la joie, de la musique, on retrouve les racines. Et puis, le Rive des écoles Chiquita, vous le savez, tout le monde le sait en Polynésie, c'est une belle histoire qui a commencé en 1994. 3 groupes. Cette année, malgré la crise sanitaire, le protocole mis en place de manière très rigoureuse pour la Maison de la Culture, il y a encore 34 groupes qui vont se produire sur la scène de la Maison de la Culture. C'est jusqu'au 13 juin. C'est de la musique, c'est de la joie. Sur la scène, ce n'est pas la scène, c'est un pays. Et ce pays, c'est la vie en musique. Ça. Du beau spectacle donc en perspective. En surf, nos Polynésiens de l'équipe de France, Michel Bourez et Vahine Firou, restent dans la compétition des championnats du monde au Salvador. Notre championne Vahine Firou évolue dans des conditions pas très favorables, mais le moral est bon. Je vous propose de l'écouter au micro de la Fédération française de surf. La marée a changé beaucoup, il y avait beaucoup de séries qui arrivaient avant ma série et ensuite arrivé dans notre hit, les partisans faisaient que bouger, ça allait un peu plus en bas et puis j'ai pu avoir un 4 et un 3 sur une manœuvre dans chaque vague. J'aurais aimé avoir une meilleure vague pour mieux m'exprimer mais bon, j'ai pas réussi, mais je suis passée donc ça va. C'est la première fois que je surfe ici en série et c'est assez challenging, mais j'ai hâte de pouvoir pratiquer plus de séries ici, comme ça je serai plus à l'aise. Voilà les mondiaux qui s'achèvent donc dimanche. Et pour clore ce journal, comme partout dans les Tuamotu, le copra reste une valeur sûre pour les habitants. À Takapoto, même les jeunes s'y mettent avec passion. Voyez par vous-même avec ce reportage de Punuatuti. À Takapoto, il y a un agriculteur qui sommeille en chaque habitant. Démonstration avec Dédé, Loïc et Clayton. Un expert en agriculture locale avec un champion du cassé de coco, Heiva. Et voilà nos 3 compères lancés dans l'opération 500 noix de coco à casser. Pour garder le rythme, il y a de la musique de Angelo. Après avoir frôlé leur record, noix après noix superposées en bord de mer, une étape qui doit être travaillée avec beaucoup de précaution et de précision, car Dédé et son équipe ne sont pas à l'abri d'un coup de vent. Après 4 heures de travail, il faut encore penser à décortiquer le no-no et ramasser les restes de coco tombés. Direction le séchoir en bord de plage. Le gars qui a cassé, il a cassé à 11h, là, il a fini à 11h40. Et là, on vient de finir
de placer les cocos. Après, dans 3 jours, il faut, comme on dit chez nous, pita le coco. La récolte achevée, place au réconfort. Quelques coups de rame avant le coucher du soleil. La récolte affiche déjà une belle promesse, plus d'une quinzaine de sacs. Voilà, avant de nous quitter, demain, Franck Lucas sera l'invité café de votre matinale radio. Le directeur de l'école doctorale viendra présenter les doctorales 2021 qui se terminent jeudi à l'UPF. Voilà qui referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. Les pirogues de loisirs à nouveau ouvertes, un couvre-feu de 23h à 4h du matin. Ce sont quelques allègements des restrictions sanitaires appliquées dès ce mardi depuis l'annonce de la fin de l'état d'urgence publié ce matin par le Haut-Commissariat, ce mercredi. Quant au couvre-feu, il est maintenu jusqu'au 30 juin. À la une de vos quotidiens, demain, la dépêche titre « Le pays va proposer des kits bungalow ». Tahiti Info, la tension s'éternise. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h vos infos radio. À suivre 19h30 donc Outre-mer et si on bougeait les lignes. 20h25, jamais sans toi Luna. Belle nuit, c'est la première, à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet